Bonjour Yves Lenné. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors vous êtes un esprit libre, vous êtes docteur en droit, vous êtes juriste, vous exercez ce métier de juriste depuis maintenant de nombreuses années et vous avez commis un ouvrage qui s'appelle La face cachée de l'exception française, donc une somme qui est impressionnante, qui est de plus de 600 pages, c'est le premier volume. Qui propose une analyse extrêmement originale, une analyse de philosophie politique appuyée sur une analyse juridique des différentes de l'évolution du système juridique français. Cet ouvrage est très impressionnant parce qu'il est très complet, il y a une bibliographie qui est extrêmement longue. Surtout, il est très impressionnant parce que en fait, c'est une analyse très originale, c'est-à-dire que vous abordez un certain nombre de sujets sous un angle qui est très singulier qui en fait enfin, un ouvrage de réflexion qui me semble important. Alors, alors on va discuter pendant un certain temps, comme on le fait dans ces interviews de VA Édition, donc de Valeur Ajoutée Édition. Alors, je vais vous poser une première question. Donc, comme votre livre s'appelle La face cachée de l'exception française, vers une dictature collectiviste, est-ce que vous pouvez me parler de l'exception française? En quoi il y a une exception française? Alors, l'idée qu'il y a une exception française n'est pas une idée nouvelle, puisqu'on le dit souvent en matière culturelle. Mais la réalité, c'est que l'exception française existe dans tous les domaines, ou presque. Alors, pourquoi la face cachée? Parce que, justement, dans les autres domaines, l'opinion majoritaire n'est pas qu'il y a une exception française. La France est un grand pays comme les autres. En réalité, la France n'est pas un grand pays comme les autres, et ceci pour des quantités de raisons. Vous avez par exemple, si on compare avec d'autres pays comparables, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, vous avez des différences qui sont considérables et qui sont plus structurelles que conjoncturelles ou, je dirais, de hasard. Ce sont vraiment des différences structurelles. Par exemple, vous avez en France une sécurité sociale qui est un phénomène quasiment unique, avec un budget, la sécurité sociale française, simplement les URSSAF, je ne parle même pas du budget global, qui intègre bien entendu une contribution de l'État, puisqu'il y a une loi, le fameux PLFSS, pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est d'ailleurs en cours de vote en ce moment. Eh bien, la collecte des URSSAF, c'est-à-dire les cotisations prélevées sur les entreprises et les salariés, en 2023, dépassait 630 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 fois le budget de la Russie en guerre, 1 fois et demi le budget de l'Allemagne. C'est absolument énorme. C'est presque comparable au budget de défense des États-Unis d'Amérique. Donc, ça c'est déjà une exception parce qu'il n'y a pas quelque chose de comparable dans les autres grands pays développés. Autre exemple d'exception, vous avez, alors bien sûr l'exception culturelle, c'est celle qu'on cite souvent, avec notamment le soutien étatique au cinéma, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui est en réalité le successeur du Centre du cinéma de l'époque de Vichy. Vous avez la puissance et la prégnance totale dans le domaine de l'art du ministère de la Culture. Vous avez, donc dans le domaine culturel, c'est absolument clair. Bon, vous avez des productions françaises il y en a qui sont bonnes, mais ce ne sont pas celles-là qui reçoivent des avances sur recettes, et vous en avez d'autres qui peuvent réunir à peu près leur public dans une cabine téléphonique et qui reçoivent des avances sur recettes, le tout dans le cadre d'une sorte de petit club qui a d'ailleurs été dénoncé comme tel par des professionnels du secteur. Ça, c'est l'aspect culturel, mais ce n'est qu'un aspect. Vous avez surtout d'autres phénomènes. Vous avez par exemple l'éducation nationale française, qui n'est pas l'instruction publique,
qui prétend, alors que dans d'autres pays c'est l'instruction publique, c'est-à-dire qu'on apporte à des jeunes adultes, à des enfants et des jeunes adultes, on leur apporte une connaissance. En France, c'est l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il y a une prétention de la puissance publique de se substituer aux familles, parce que finalement ce sont les familles qui ont le rôle éducatif, la puissance publique apportant l'instruction que les familles ne peuvent pas forcément apporter. Par contre, dans le système français, vous avez l'éducation nationale qui en plus est un monstre. Claude Allègre disait le mammouth. Il faut quand même savoir qu'on ne connaît même pas le périmètre exact. On dit qu'il y a entre 1 million et 1,2 million fonctionnaires et assimilés qui travaillent pour l'éducation nationale. Ce gigantisme, qui d'ailleurs se traduit en plus par une inefficacité croissante, ce gigantisme n'existe qu'en France. Vous avez encore, toujours dans les spécificités françaises, vous avez le mécanisme de cooptation des élites à travers certaines grandes écoles. Bon, il y a des grandes écoles dans d'autres pays, comme en Allemagne par exemple, où il y a les Fachhochschulen, c'est-à-dire les grandes écoles professionnelles. Mais en France, vous avez 2, éventuellement 3, mais l'école normale de la rue d'Ulm est un peu à part. Mais vous avez 2 écoles qui sont des écoles de formation directe des élites gouvernantes, aussi bien politiques qu'économiques qu'administratives, c'est-à-dire l'ENA et Polytechnique. Polytechnique pour tout ce qui touche les aspects industriels et l'ENA pour tout ce qui touche les aspects administratifs, politiques et financiers. Et aujourd'hui, vous avez en France un système bancaire, alors là aussi encore une exception française, vous n'avez pratiquement plus de banques privées en France. Quand vous avez un organisme qui s'appelle par exemple BRED, Banque Privée, je n'ai rien contre la BRED, l'ancien président est un ami, mais la BRED, Banque Privée, c'est Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt, qui est une banque populaire, c'est-à-dire une banque mutualiste, sous le contrôle de la caisse centrale des banques populaires, dont le directeur est désigné par le Trésor. Donc on n'est pas dans quelque chose d'indépendant, bien évidemment. Et quand vous avez un bel immeuble, d'ailleurs, à Place de l'Opéra, qui affiche BRED, banque privée, ça n'est pas une banque privée. C'est en réalité le secteur de cette banque mutualiste qui s'occupe des clients ayant de la fortune. Aujourd'hui, en banque privée en France, il n'y en a plus que 6 ou 7. Il y a la banque Instospé, qui est une petite banque généraliste uniquement réservée uniquement dans le Pays Basque. Vous avez la banque Wormser, qui est une banque d'affaires et de gestion de fortune. Vous aviez Martin Morel, qui a été absorbé par Rothschild. Ce sont des banques d'affaires et de gestion de fortune. Vous avez la banque de Lubac, qui est une banque privée, mais qui se situe dans un secteur très précis, qui est les entreprises en difficulté, c'est-à-dire les entreprises qui sont en procédure collective. Et vous avez la maison de titres Odo, qui a créé une banque également. Et vous en avez encore une autre, la banque Mescart. Alors, ouais, et c'est tout. Et il y a 460 banques en France, c'est-à-dire 460 établissements qui ont un agrément bancaire. Et ce sont toutes des structures qui dépendent directement ou indirectement de l'État. Alors, à l'exception de BNP Paribas, mais BNP Paribas est malgré tout globalement en symbiose avec l'Inspection Générale des Finances et le Trésor. Donc, le secteur bancaire, alors qu'en Allemagne, vous avez 250 banques privées, c'est-à-dire des banques qui appartiennent à des particuliers, et en Suisse, vous en avez 150. Juste pour établir une comparaison. En France, vous en avez 6. Donc, 6 ou 7. Donc, ça veut dire, et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une chasse aux banques privées qui a été organisée par la Banque de France, sous l'égide d'un haut fonctionnaire du nom de Cassou, qui a traversé tous les régimes, et qui s'est attaché à faire disparaître les banques privées. À travers différents moyens, bien entendu. Les moyens de la puissance publique sont illimités. Et si vous voulez créer une banque dans un autre pays, vous devez en Europe, vous devez respecter les règles qui sont fixées au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire
avoir au minimum 5 millions d'euros de capital de fonds propres durs et deux directeurs de banque ayant 10 ans d'expérience bancaire. Point. Et puis bien sûr, les actionnaires doivent avoir un casier vierge. En France, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en plus de la règle européenne, on impose à celui qui veut créer une banque d'avoir une banque de premier rang de la place à 30% de son capital. Bon, c'est impossible. Et donc, on peut résumer en fait votre propos là sur l'exception française par vous parlez d'involution collectiviste. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit la couverture de votre livre, bon, alors c'est assez provocateur évidemment, on voit une faucille communiste avec une croix de Lorraine au milieu. Pour montrer que justement il y a une dimension collectiviste. Alors, est-ce que c'est une dimension collectiviste ou une dimension étatiste avec un État tout puissant, ou est-ce qu'on est sur une involution vraiment collectiviste? Alors, il faut définir qu'est-ce qu'est le collectivisme. Ce n'est pas le communisme. Le communisme n'est qu'une des formes du collectivisme. Mais ce qui est à mon avis le facteur distinctif entre le collectivisme et une société à dominante individualiste, ou non collectiviste, il y a un facteur distinctif très simple. Est-ce qu'on est dans un système où on considère que la société est un rassemblement d'individus qui ont différentes raisons de vouloir travailler, vivre ensemble, et par conséquent, mais où l'individu est la base de la société? Première hypothèse. Dans cette hypothèse, l'individu a des droits, y compris contre la société. C'est la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la Déclaration des droits américaine. C'est-à-dire que l'individu peut avoir des droits contre le tout. Le tout n'a pas obligatoirement raison parce qu'il est le tout. Tandis que dans la vision inverse, c'est-à-dire la vision holiste, c'est une autre manière de présenter le collectivisme, la société est un ensemble organique, dans lequel l'individu n'est qu'une parcelle constitutive. Et cette parcelle constitutive, évidemment, ne peut pas avoir des droits contre le tout, puisque le tout, c'est-à-dire l'intérêt général, qu'on traduit souvent en français par l'intérêt général, petite parenthèse sur l'intérêt général, si vous allez sur le site viepublique.fr, qui est un site explicatif des services du Premier ministre, donc tout ce qu'il y a de plus officiel, on vous explique que l'intérêt général, on ne sait pas trop le définir. On ne sait pas trop, c'est pas facile à définir. Bon. Alors, si on est dans une société où l'individu n'a pas de droit contre la société, ce qui est la grande majorité des États dans le monde, parce que aller faire valoir des droits individuels contre le gouvernement chinois, contre le roi du Maroc, contre l'émir du Qatar ou contre l'État russe. C'est impensable. C'est hors concept, ça n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité. Et il n'y a finalement qu'assez peu de pays dans lesquels la société est à dominante individualiste, c'est-à-dire qu'elle permet à l'individu d'avoir des droits contre le tout. Donc une société à dominante individualiste, alors c'est le yin et le yang, il n'y a pas d'absolu, c'est-à-dire une société n'est jamais totalement collectiviste, ni totalement individualiste. Il y a des petits aspects collectivistes dans la société américaine, l'université d'État, Medicare, etc., qui est la société la plus à dominante individualiste. Et puis, dans les sociétés même les plus collectivistes, comme par exemple feu l'Union soviétique, il y avait le dvor, c'est-à-dire l'enclos individuel du kolkhozien, qui, avec 1% de la surface, produisait 50% des cultures vivrières. Donc il y avait un intérêt individuel du kolkhozien qui était reconnu. Bon. Donc il peut y avoir un petit peu de collectivisme dans la société à dominante individualiste, type États-Unis, et il peut y avoir un petit peu d'individualisme dans les sociétés à dominante collectiviste, type Union soviétique. Donc, mais cette summa divisio est là. Est-ce que la société va être à dominante individualiste ou est-ce qu'elle va être à dominante collectiviste? Et à partir de là, justement, à partir de là, pourquoi je dis vers une dictature collectiviste, c'est que les droits de l'individu contre le tout, en France, n'ont cessé de se réduire depuis plus de 100 ans. D'accord. Et alors justement, vous développez
toute une réflexion autour du droit de propriété, et c'est même un peu le fil conducteur de votre ouvrage. Pour vous, le droit de propriété en France est remis en cause à bien des titres. Il faut savoir que le droit de propriété est un droit de l'homme essentiel. Tout à fait. Je crois que c'est l'article 17. C'est l'article 17 ou 16, ou je sais 17, plus. 17, d'accord. C'est un droit de l'homme essentiel. Et pour vous, donc le droit de propriété est remis en cause à bien des niveaux. Est-ce que vous pouvez développer un peu cet aspect? Bien volontiers. C'est effectivement le fil conducteur, ou en tout cas, c'est la pierre de touche de cette évolution, ou de cette involution, devrait-on dire. Le droit de propriété dans le territoire appelé aujourd'hui France, puisque bon, si on remonte à la Gaule, bon, le droit de propriété tel qu'il était conçu par les Romains, c'est-à-dire, parce que l'origine de notre droit, fondamentalement, c'est le droit romain. Le droit de propriété à la romaine, c'est un droit absolu. Et c'est comme le dit l'article 544 du Code civil, c'est le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue. Et le droit de propriété comprend trois éléments constitutifs. Le droit d'user de la chose, c'est-à-dire de s'en servir, d'en profiter. Le droit d'en retirer les fruits, par exemple si c'est un immeuble des loyers, ou si c'est un verger, les fruits des arbres, au sens propre du terme. Et puis le droit de s'en séparer, d'en disposer. Soit de détruire la chose, pourquoi pas, c'est la voiture qui ne fonctionne plus qu'on envoie à la compression, soit de s'en séparer en la donnant ou en l'aliénant à un autre, en la vendant. Donc il y a ces trois aspects. Et il faut voir que dans la propriété, donc, dans le territoire appelé aujourd'hui France, il y a eu plusieurs périodes. La période avant l'arrivée des Romains était une période très largement collectiviste. C'est-à-dire que la notion de propriété individuelle du sol n'existait pas comme elle était conçue plus tard. C'était une appropriation plutôt tribale ou gentilisse, comme l'explique d'ailleurs Engels dans les origines de la famille, de la propriété privée et de l'État. Et ensuite, il y a eu la période romaine. Alors avec la période romaine arrive une période à dominante individualiste, avec une propriété qui est une propriété individuelle, un droit absolu. Et puis, la période romaine s'achève, on arrive avec les invasions d'origine germanique essentiellement, on arrive à un système qui va générer le Moyen-Âge et l'Ancien Régime. Et dans le Moyen-Âge et l'Ancien Régime, la propriété foncière, qui est la principale, parce que les grandes richesses mobilières ne sont nées qu'à partir de la période industrielle. Avant, la vraie richesse se trouvait, en dehors de quelques œuvres d'art d'exception, se trouvait dans les biens fonds, c'est-à-dire les immeubles, la terre et les constructions qui sont sur la terre. Ces biens, sous l'Ancien Régime, ne faisaient pas l'objet d'une propriété absolue. C'était une hiérarchie de tenure. C'est-à-dire que le laboureur, qui était celui qui était au bas de la hiérarchie, était propriétaire de sa terre, mais sous réserve des droits du seigneur féodal, qui lui-même était propriétaire, si on peut dire, ou en tout cas tenancier, sous réserve des droits du seigneur féodal supérieur, qui pouvait être le comte ou le duc. Et le duc lui-même était titulaire des droits sous réserve des droits éminents de la couronne. J'ai rencontré il y a une cinquantaine d'années. J'ai rencontré il y a une cinquantaine d'années la marquise de Dreux-Brézé. C'était assez amusant d'ailleurs, j'étais un jeune homme qui se baladait dans la campagne et qui longe les grilles du magnifique parc du château de Cany-Barville. Et je vois une dame très élégante, je lui dis quel magnifique château, et elle me dit je suis Madame de Dreux-Brézé. Et on a parlé, elle a été d'une très grande bienveillance, c'était une très grande dame. Et alors elle m'a expliqué que les terres de sa famille, Dreux-Brézé, c'est je crois celui qui a dit à Louis XVI, Sire, c'est
c'est une révolution, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Les terres des Dreux-Brézé allaient jusqu'à la Seine, me disait la marquise. Jusqu'à la Seine. Ah oui, oui, oui. Alors, il faut savoir que Canibarville est à 50 km de la Seine. Donc, ça vous donne une petite idée. Mais justement, c'est là où on n'est pas dans la propriété à la romaine. En réalité, les marquis de Dreux-Brézé avaient un certain nombre de vassaux. Et ils étaient propriétaires des terres sous réserve des droits des vassaux. Donc il y avait eux qui étaient à un niveau très élevé dans la hiérarchie des tenures, et puis il y avait des tenanciers moins élevés, probablement des barons ou des chevaliers locaux, et puis en dessous encore des laboureurs, et chacun avait des droits à son niveau. Mais effectivement, la propriété des Dreux-Brézé n'était pas une propriété à la romaine qui allait de Canibarville jusqu'à la Seine. C'était donc une propriété hiérarchisée, en quelque sorte découpée en rondelles. Et ce qui est intéressant, c'est que justement la propriété immobilière qu'on voit arriver aujourd'hui ressemble à ce modèle de propriété de tenure. Alors pourquoi justement, aujourd'hui, c'est ça qui... Voilà. Alors pourquoi? Eh bien parce que avec la Révolution française, la première partie, c'est-à-dire la partie non sanguinaire de la Révolution française, c'est-à-dire de 89-90, on voit arriver la Déclaration des droits de l'homme, avec le fameux article 17 que vous avez bien voulu citer, et qui dit que la propriété est un droit inviolable et sacré, et nul ne peut en être privé que pour cause de nécessité publique, et moyennant légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité. Et là, il faut prendre chaque mot pratiquement. Droit inviolable et sacré, ok, ça on a compris. Dont nul ne peut être privé, si ce n'est pour cause de nécessité publique, ce qui ne veut pas dire utilité publique déjà. La nécessité est quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus exigeant que l'utilité. Légalement constaté, ça veut dire constaté par une loi, autrement dit, par un vote du Parlement. Et moyennant une juste et préalable indemnité. Ça, on connaît. Alors, l'expropriation, je dirais, c'est le point d'orgue, c'est vraiment le centre du problème de la propriété. Peut-on ou non être exproprié? Si on peut être exproprié, il n'y a plus de propriété, il n'y a plus de droit inviolable et sacré. Donc, l'expropriation a été régie, au départ, c'était un peu flou, elle a été régie par des lois de 1834 et 1843, qui sont des lois libérales, et qui, notamment, ne permettaient l'expropriation que pour construire des routes, des avenues, creuser des avenues, ou construire des fortifications, étendre des bâtiments, des fonctions régaliennes de l'État, palais de justice, préfecture, etc. Et sinon, pas d'expropriation. Donc il n'y avait pas d'expropriation pour urbanisme, pas d'expropriation pour création de logements sociaux, pas d'expropriation pour permettre à une chaîne de supermarchés d'installer un supermarché, et j'en passe. Donc tout ça n'existait pas. Et il y avait, surtout, chose essentielle, il y avait un jury de propriétaires et de manufacturiers qui fixait l'indemnité. Autrement dit, l'indemnité était bien entendu naturellement élevée, puisque c'était des gens indépendants qui eux-mêmes n'avaient aucun cadeau à faire à l'État, et qui, bien évidemment, raisonnaient en disant tiens, si ça m'arrivait à moi, j'aimerais bien être indemnisé généreusement. Et donc, l'expropriation, et c'était bien connu à l'époque des expropriations haussmanniennes, et la plaine Monceau, et y compris d'ailleurs des spéculations du duc de Morny, l'expropriation était une bonne affaire. C'est-à-dire qu'on disait à l'époque de Napoléon III, on disait « Ah, vous êtes exproprié, quelle chance !» Pourquoi? Parce que le jury fixait des indemnités élevées, et ça n'était en aucun cas illégitime, parce que celui qui est exproprié, il n'a pas demandé à l'être, il n'est pas vendeur, il n'a pas mis son bien sur le marché, sinon on n'a pas besoin de l'exproprier, il suffit de l'acheter. Donc, on lui prend ce qu'il a, de force, c'est le pouvoir régalien de l'État, et il est normal qu'on le surpaye un petit peu, parce qu'on lui cause un préjudice qui est distinct de la pure valeur de marché du bien. Donc, jusqu'en 1935, ça marche de cette manière-là. Et puis en 1935,
il y a un personnage dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est controversé, qui est Pierre Laval, qui, en tant que chef du gouvernement, prend un décret-loi qui met fin à la fixation de l'indemnité par le jury et qui le remplace par le juge de l'expropriation. Autrement dit, un haut fonctionnaire d'État qui va fixer l'indemnité due à l'État. S'il n'y a pas un petit peu de conflit d'intérêts, même si le juge est indépendant, même si le juge est respectable, il y a quand même un parfum de conflit d'intérêts. Et puis, ensuite, le droit de propriété immobilière va connaître une descente aux enfers avec, et ça aussi c'est très significatif, les ordonnances de 58. En 1958, le général de Gaulle prend des ordonnances en tant que chef du gouvernement. Il n'était pas encore, on était encore sur la 4e. La constitution de la 5e République n'était pas encore votée. Et dans ces ordonnances, il est prévu notamment la possibilité d'exproprier pour des opérations d'urbanisme. Alors à cette époque, on invente les zones à urbaniser par priorité, les zones d'aménagement différé, et j'en passe. Et puis, la descente aux enfers va se poursuivre tout au long de la 5e République de manière linéaire. C'est-à-dire que, il faut le souligner, c'est peut-être triste à dire pour les gens qui se disent de droite, mais ce sont les gaullistes qui sont à la manœuvre. Les socialistes ne vont pas faire de retour arrière, bien sûr, ils continuent le mouvement. Mais les principales lois qui réduisent la propriété immobilière sont des lois prises par des gouvernements dits de droite. Alors, il y a bien entendu les possibilités d'expropriation pour cause d'urbanisme, il y a la simplification progressive des mesures d'expropriation. Bien entendu, il n'est plus nécessaire qu'il y ait une loi, il n'est même plus nécessaire de passer par un décret, il peut y avoir des arrêtés, voire des arrêtés préfectoraux. L'expropriant n'est pas forcément l'État, ça peut être une collectivité publique territoriale, ça peut être même une société d'économie mixte. L'objet de l'expropriation est extrêmement vaste, opération d'urbanisme, etc. On peut exproprier pour construire un hypermarché. Pardon, je vous interromps, mais votre analyse sur la remise en cause du droit de propriété, c'est la dimension expropriation ou est-ce qu'il y a d'autres éléments Il y a beaucoup d'autres éléments. Alors justement, Alors l'expropriation, c'en est qu'un, mais il y a bien entendu la préemption. Alors la préemption, ça s'assimile au droit de retrait de l'Ancien Régime. C'est pas pour rien d'ailleurs. La préemption, ça veut dire que quelqu'un a un bien, il le met en vente, et la puissance publique, ou pas que la puissance publique, parce qu'après il y a la préemption au profit des locataires, on n'a pas encore la préemption au profit des squatteurs, mais ça va venir. Donc il y a la préemption au profit des locataires, la préemption au profit de la puissance publique, au profit de la collectivité territoriale, etc. Et la préemption, a priori, est déjà une mutilation du droit de propriété, parce que parmi les droits du droit de disposer du bien, il y a le droit de choisir à qui on le vend. La préemption interdit de choisir à qui on vend. Mais ça va plus loin, puisque l'autorité qui procède à la préemption peut décider de faire fixer par le juge de l'expropriation, on y revient, le montant du prix. Autrement dit, l'administration va requérir l'administration des domaines, qui est une sous-administration de l'administration des finances, pour dire, ben voilà, ça vaut tant. Et alors le juge de l'expropriation va dire, ben écoutez, l'État va vous donner tant. Et à ce moment-là, le vendeur, le propriétaire, a la possibilité de renoncer à vendre, bon, et s'il a besoin de vendre, il faut bien vendre, ou de vendre au prix qui est fixé autoritairement par l'État. Et ça ne s'arrête pas là. Et si les 4-5 mesures qui remettent en cause le droit de propriété, si vous les listiez, ce serait quoi ? Il y a l'expropriation, il y a le droit de préemption. Le droit de préemption qui ne s'attaque pas que au propre à la propriété immobilière, puisqu'on a créé maintenant le droit de préemption sur les fonds de commerce, qui est complètement détourné d'ailleurs par les collectivités, puisque ça leur permet de restructurer le commerce selon les visions du conseil municipal. Et vous avez également les différents droits de préemption. Par les droits de préemption, il n'y a pas que celui de l'État ou des collectivités. Il y a également, comme je vous ai dit, le droit de préemption des locataires.
Il y a également des limites au droit de disposer qui sont de plus en plus fortes, par exemple dans le domaine des permis de construire, des obligations environnementales, la possibilité pour le propriétaire de faire ce qu'il veut de son bien se réduit de plus en plus. Et au fur et à mesure que le temps passe, on arrive à littéralement une tenure d'Ancien Régime. Est-ce que pour vous, bon, il y a des débats, là, comme vous le savez, en ce moment, sur la fiscalité. L'Assemblée nationale vote des impôts dans tous les sens. On a remis en place un impôt sur la fortune qui s'appelle l'impôt sur la fortune improductive, mais qui était avant l'impôt sur la fortune immobilière. Est-ce que pour vous, tout ça, est-ce que c'est aussi une remise en cause de la propriété? Absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'en réalité, alors l'impôt sur la fortune est une remise en cause de la propriété, puisque ça oblige, en réalité, d'ailleurs c'est un impôt qui n'est pas du tout ce qu'il prétend être. Autrement dit, l'impôt sur la fortune, notamment la fortune improductive, l'idée d'impôt sur la fortune improductive, ne frappe pas les très riches. Pourquoi? Parce que les très riches ont une fortune productive qui leur permet d'entretenir la fortune improductive. En fait, il frappe cet impôt, il frappe les gens qui ont une belle maison, par exemple, résidence secondaire, ou un château, qui ont alors, est-ce que les œuvres d'art seront compris dans cette fortune improductive? À l'époque de l'institution de l'impôt de solidarité sur la fortune, elles avaient été exclues. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les débats parlementaires actuels. Bon, il est clair que la fortune improductive, c'est d'une certaine manière la fortune traditionnelle. Et c'est cette fortune que, d'une certaine manière, on veut étrangler. Alors pourquoi? Il y a différents aspects psychosociologiques là-dedans. Mais l'impôt sur la fortune improductive ne va pas gêner les super riches. Elle va gêner des gens se situant dans la haute classe moyenne ou des gens aisés ou riches, mais qui ne sont pas à des niveaux extrêmement élevés. Oui, c'est 1,3 million. Voilà, exactement. Et ces gens-là, elle va tendre à les rabaisser, plutôt à les obliger à se départir des biens qu'ils ont. Et c'est encore une forme, mais une forme subtile d'expropriation. Oui, parce qu'en fait, c'est un impôt sur la propriété. Absolument, absolument. C'est-à-dire, c'est un impôt sur la propriété, et bon, c'est une taxe Zuckman atténuée. C'est un impôt sur la propriété qui tend à détruire la propriété. Et l'origine se trouve, c'est intéressant d'avoir les tréfonds idéologiques. L'origine se trouve dans une des dispositions prévues par le programme du Parti communiste de Karl Marx, qui est l'impôt lourd progressif. C'est-à-dire que l'impôt lourd progressif est censé, dans l'esprit de Karl Marx, parvenir à l'expropriation des fortunes. Et donc, en créant un impôt sur la fortune improductive, d'une certaine manière, c'est une manière d'éliminer la fortune de gens qui n'ont pas les moyens de payer cet impôt sur cette fortune improductive. Parce que finalement, l'impôt sur la fortune, c'est un super impôt sur le revenu de la fortune. Si vous avez une usine, on va prendre une usine ou des actions qui vous rapportent, mettons, du 3%, si on vous prend un impôt qui est de 1% sur la valeur capitalistique, ça sera en réalité un super impôt de 30% sur le revenu. Mais si votre capital ne rapporte rien, c'est une expropriation progressive. Donc en réalité, c'est une destruction de la propriété improductive. Alors, j'ai un vieil ami qui est malheureusement décédé, qui était un professeur d'économie, qui me disait l'impôt sur la fortune, c'est un impôt super capitaliste visant à éliminer la fortune improductive et à obliger la fortune improductive à s'investir dans la fortune productive. Ouais, donc en fait, vous avez souvent on voit ces impôts comme étant des impôts de gauche.
En fait, vous vous dites que c'est l'inverse, que c'est... Ça pourrait être l'inverse. C'est en fait un impôt créé par, pour que l'économie tourne davantage, etc. Un productiviste. D'accord. Ok, alors j'ai une dernière question à vous poser. Donc vous faites un constat assez sombre hein, de la face dans votre livre sur la face cachée de l'exception française, d'une société bloquée, qui est collectiviste, qui par certains côtés est extrêmement autoritaire. Hein, vous parlez de société d'ordre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors c'est un vaste programme. Je pense que c'est la vraie difficulté, c'est que les élites, ou certaines élites, autoproclamées ou réelles, se sont appuyées, bon ça existe depuis Louis XI, se sont appuyées sur certaines aspirations très répandues dans la population. Le Gaulois, alors sans vouloir caricaturer, le Gaulois craint que par tout atis le ciel ne lui tombe sur la tête. C'est-à-dire le français, F de souche comme on dit quelquefois, n'aime pas l'incertitude, n'aime pas le risque, n'aime pas l'aventure, même si certains aiment l'aventure. Il y a des Français, évidemment, des Français éminents qui ont été des grands aventuriers, des grands capitaines, et j'en passe, mais ça, ce sont des exceptions. La grande majorité cherche la sécurité, le fait que le lendemain soit assuré. Et ça explique la très grande popularité, finalement, des mécanismes de protection sociale, du statut de la fonction publique. Bon, aujourd'hui, le statut de la fonction publique a un petit peu perdu de prestige, mais il y a encore une majorité de gens de conditions modestes qui voient l'accomplissement de l'avenir de leur progéniture dans le fait d'entrer dans la fonction publique. Donc, il y a un consensus pour un certain nombre de travers de cette société, où finalement le travail n'est pas récompensé, l'oisiveté est récompensée, les prélèvements obligatoires atteignent des sommets tels qu'il n'est même plus possible de trouver des impôts pour les payer, alors on recourt à la dette qui est les impôts de demain, donc autrement dit, auxquels les générations futures n'auront pas consenti, au mépris du droit fondamental démocratique du consentement à l'impôt. Toujours est-il que tout ça ne permet pas, sans faire descendre des foules dans la rue et sans créer des désordres considérables, des réformes lourdes, massives. La réforme des retraites en a rapporté une démonstration. Si on disait demain, on réforme la fonction publique et on peut licencier les fonctionnaires pour des motifs économiques, c'est 2 millions de personnes dans la rue. Il faut savoir quand même qu'il y a 6 millions de fonctionnaires en France, 3 millions de retraités de la fonction publique, 1 million d'assimilés fonctionnaires, et que tout ça représente avec les familles de l'ordre de 20 millions d'humains, ce qui est une force métapolitique totalement incontournable pour les politiques. Alors, que faire? Il faut savoir que le verrouillage de la société française fonctionne avec une quantité de verrous, mais de petits verrous, presque invisibles. Et ces petits verrous, ça sera d'ailleurs l'objet du prochain livre que je propose à votre merveilleuse maison d'édition de bien vouloir publier. C'est les petits verrous qu'il faut déverrouiller. Je vais vous en donner quelques exemples simples. Imaginons qu'on rétablisse la libre circulation des espèces. Tout peut être payé en espèces, comme on veut, etc. C'est la monnaie de l'État. Qui va descendre dans la rue pour dire non? Bon, ça va faire jaser certains journalistes, ça va faire jaser dans la chaîne pénale, où on va mettre en avant le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, en sachant que le financement du terrorisme, il faudrait peut-être s'intéresser un peu aux monarchies pétrolières, mais ça, on s'y intéressera jamais parce qu'elles achètent la dette française, elles s'achètent de la dette française. Et puis, quant au blanchiment de capitaux, il faudrait peut-être s'intéresser aux organisations criminelles, mais ce n'est pas le petit commerçant qui fait des paiements en espèces qui est un blanchisseur de capitaux. Bon, ça c'est un exemple. Autre exemple, les banques ont un privilège extraordinaire. Les banques sont théoriquement des entreprises. Bon, en réalité, je vous l'ai dit, ce sont des services d'État, mais sont théoriquement se prétendent être des entreprises. Bon. Une entreprise qui est en état de pollicitation, c'est-à-dire qui offre
de contracter avec tout un chacun. Par exemple, vous avez un restaurant qui est ouvert, c'est marqué ouvert, il y a une carte, etc. Et puis, vous entrez. Vous avez le droit d'être servi. Si on vous dit « Non, monsieur, je ne vous servirai pas », il faut que ce soit motivé. Et si ce n'est pas motivé, ou si c'est mal motivé, le restaurateur commet un délit qui s'appelle le délit de refus de vente. Eh bien, il suffirait de contraindre les banques dans le cadre du délit de refus de vente. Par quelques mystères, les banques sont à l'abri du délit de refus de vente. Bon, vous entrez dans une banque, vous voulez ouvrir un compte en banque, on vous dit oui, mais il faut déposer de l'argent parce qu'il faut pouvoir couvrir les premiers frais. Pas de problème, monsieur, je dépose 1 000 € et j'ouvre un compte. C'est d'ailleurs ce qui se faisait il y a 50 ans, sans l'ombre, c'était pas en euros, mais sans l'ombre d'un problème. Bon, aujourd'hui, les banques peuvent dire discrétionnairement, ben non, votre tête ne me plaît pas. Alors elle ne le dira pas comme ça, mais elle dira non, nous n'avons pas convenance à entrer en relation d'affaires avec vous. Bien. Troisième exemple, toujours dans les banques peuvent fermer un compte comme elles veulent. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, en parlant avec certains journalistes de la droite hors les murs, d'apprendre qu'il y avait des organismes, des associations, etc., qui s'étaient vu fermer leur compte en banque pour cause d'opinion. C'est une honte. Alors, en réalité, la banque peut fermer le compte de qui elle veut, quand elle veut, sans avoir à donner de motif. Est-ce que vous connaissez un commerçant, une entreprise, qui a le droit de dire à quelqu'un avec qui elle est en relation contractuelle « je vous jette et je n'ai pas à vous dire pourquoi ». Ça n'existe pas. Il faut motiver. Donc, si on obligeait les banques à motiver les résiliations de compte, si on obligeait les banques à contracter avec les gens qui viennent entrer, profiter de leur sollicitation, eh bien, on aurait déjà changé énormément de choses. Alors, on peut citer encore beaucoup d'autres exemples. On pourrait, par exemple, supprimer le droit de préemption urbain. On pourrait supprimer le droit de préemption sur les fonds de commerce, qui n'existait pas il y a encore 30 ans. On pourrait... Il y a tout un ensemble de mécanismes de verrouillage qui se sont mis en place sur les 50 dernières années. Eh bien, il serait possible de déverrouiller le système simplement en mettant fin à ces systèmes de verrouillage. Et sur le plan de la popularité, ça ne présenterait aucun inconvénient. Qui va descendre dans la rue pour dire non, 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 les banques doivent avoir la possibilité de résilier les comptes discrétionnairement? Ça n'existe pas. C'est une blague. Donc, des mesures de ce type, il en existe des dizaines. Et une fois que ces mesures auront été prises, bien évidemment, tout le système se délite. Parce qu'elles ont été prises justement pour assurer un contrôle précis. À partir du moment où on supprime ces moyens de verrouillage, de contrôle, etc., il n'y a plus de contrôle. Et du même coup, on revient à une société beaucoup plus libérale. Merci beaucoup Yves Lenné pour cet entretien passionnant. Donc, je rappelle votre ouvrage « La face cachée de l'exception française vers une dictature collectiviste » aux éditions Valeurs ajoutées. Merci beaucoup.